Pour travailler sur l'idée de démocratie et la question du pouvoir, je crois utile de préciser l'usage que l'on fait des mots et des concepts associés. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser, nous dit le poète. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. J'ajouterai ici, et les mots pour le dire arrivent aisément, à condition d'être connus avec toute la précision nécessaire à la clarté des idées, à leur fidélité aux réalités observées et à l'expression d'une pensée cohérente. Avant donc de poser la question du pouvoir ou des pouvoirs en démocratie, je vais tenter d'en penser le sens en précisant celui de quelques expressions politiques pour en éclairer l'idée, en commençant par celles qui me semblent les plus fondamentales pour la démocratie, celles qui nous parlent de hiérarchie. Le mot nous vient du grec hieros qui signifie sacré, et de archos, chef, souverain, celui qui détient l'autorité ou qui commande. Il exprime donc en politique le concept d'une chaîne de subordination dont le caractère sacré a pour unique justification de pouvoir prétendre tenter d'empêcher toute dérive totalitaire de la puissance publique. L'étymon archos, dérivé de archaïn, commandé, évoque en effet l'idée de souveraineté et les différents modes d'exercice du pouvoir qui sont indissociables du concept d'autorité. L'étymologie de ce dernier mot nous ramène au latin auctoritas, dérivé de auctor, auteur, d'où créateur, auteur d'une action, qui nous conduit à l'idée de responsabilité. C'est la sacralisation du principe d'autorité qui est au cœur de toute réflexion démocratique sur la question du pouvoir et de l'action politique, et va de pair avec l'intangibilité de la notion de responsabilité. Je m'intéresserai donc également au sens des expressions traitant de la règle et de l'esprit qui doit l'inspirer pour agir, du temporel et du spirituel, du pouvoir que l'on divise pour séparer le débat de l'action et de l'autorité qui se multiplie parce qu'on la partage, de la justice dont l'indépendance si souvent vantée semble si peu aboutie, de la souveraineté absolue du peuple et, last but not least, de cette combinaison toute gaulienne de la monarchie, un seul chef, avec la République, res publica, la chose publique, qui concerne le peuple, soit la cause du peuple. Au IXe siècle, en effet, le latin res, la chose, a remplacé dans la langue populaire le mot causa, la cause, qui lui a pris son sens. D'où la tentation de traduire res publica par cause publique, la cause du peuple, et d'entendre ainsi l'acception moderne du mot république, qui va de pair avec celle du mot démocratie, soit la puissance du peuple, mais n'est pas incompatible avec ce que l'étymologie nous dit du concept monarchique. Pour travailler, pour préciser le sens politique de toutes ces expressions, il faut donc essayer de voir comment elles peuvent s'enchaîner démocratiquement dans l'exercice du pouvoir républicain. Un tel exercice, proprement politique, relève d'une équation difficile à résoudre, dont le premier membre ordonnerait la relation entre souveraineté populaire, autorité de l'État et puissance publique, et le deuxième assurerait non pas l'indépendance de la justice, il n'est sans doute pas possible de l'assurer tout à fait, mais juste que la justice, au sens juridique du terme, soit juste au sens moral du terme. Une telle équation ne peut trouver de solution que dans une certaine subjectivité, assurant la primauté de la pensée sur le calcul, de l'esprit sur la règle, de la souveraineté du peuple sur la dictature des normes, ou du spirituel sur le temporel, soit un juste partage de l'autorité et une séparation claire des pouvoirs. C'est ici qu'intervient le caractère sacré de la chaîne de commandement politique que l'étymologie du mot hiérarchie nous suggère et dont l'enchaînement des grands cercles de pouvoir peut nous aider à comprendre le fonctionnement véritablement démocratique. En théorie des ensembles, la hiérarchie des pouvoirs politiques, telle que nous le suggère l'équation à résoudre, pourrait se représenter ainsi.
dans un schéma indiquant l'imbrication des grands cercles de pouvoir dans le respect de la souveraineté populaire qui caractérise l'esprit de la démocratie. De la communauté nationale au pouvoir public, ils englobent au passage l'appareil d'État au sein duquel l'autorité se partage entre le chef de l'État et l'institution judiciaire. Ce partage est représenté par un cercle en pointillé indiquant que les magistrats appartiennent à l'appareil d'État dont ils imposent l'autorité, sans toutefois participer à l'exercice de sa puissance. L'indépendance de la justice est en effet à ce prix. En imposant l'autorité incontestée que leur confère le droit sur la puissance publique, les magistrats ne peuvent empiéter sur le pouvoir absolu du peuple dont ils ne partagent pas la puissance. Seul le premier d'entre eux, le chef de l'État, souverain tout-puissant ou monarque absolu, est l'unique dépositaire de ce pouvoir issu de la souveraineté populaire. Il cumule alors dans une seule et même main éminemment politique les deux sous-ensembles de ce pouvoir absolu, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le spirituel tout d'abord, c'est ce pouvoir au sens strict, potestas en latin, ou pouvoir sûr, la force de la puissance, qui permet de commander et de se faire obéir et correspond au grec archos, soit l'autorité de l'État qui est à la fois politique et morale. Le pouvoir temporel ensuite, potentia en latin, ou potentialité d'agir, c'est la force en puissance, correspondant au grec kratos, soit la puissance publique. Il est exercé par deux composantes de pouvoir temporel bien distinctes qu'il convient de séparer avec toute la clarté nécessaire à une pratique véritablement démocratique du pouvoir. Il doit en effet concilier le débat démocratique qui est l'apanage du Parlement, dont le pouvoir est législatif, avec l'action politique qui est l'apanage du gouvernement, dont le pouvoir est exécutif. En résumé, et pour tenter d'éclairer l'idée de démocratie afin de répondre à la question du pouvoir ou de l'exercice républicain des pouvoirs, on peut dire que le chef de l'État, garant de la souveraineté nationale, est l'unique dépositaire de ce pouvoir absolu qu'il exerce au nom du peuple souverain. Il est seul responsable devant lui des effets de la cause qu'il défend, la cause publique, et pour laquelle il a été élu. Vient ensuite ici la notion de pouvoir spirituel, dont nous avons détourné au profit de la politique le sens ecclésiastique que l'usage courant lui a consacré dans le monde chrétien pour le démarquer du pouvoir temporel. Ce pouvoir spirituel au sens politique prime sur le pouvoir temporel. Il est incarné par une autorité judiciaire incontestée car fondée en droit. Le chef de l'État en est le premier magistrat. Son autorité, dont il partage l'incarnation avec les juges, s'impose ainsi, sans aucune ambiguïté, sur l'ensemble de l'appareil d'État. Celui-ci, l'appareil d'État, dans un cercle que l'on dira politico-juridique, englobe le pouvoir temporel, soit l'ensemble des pouvoirs publics réunis au sein d'un cercle plus restreint, mais fondamentalement démocratique. Le pouvoir temporel est en effet exercé par la puissance publique, qui sépare rigoureusement le pouvoir législatif et exercé démocratiquement par les élus du peuple, du pouvoir exécutif présidé par le chef de l'État et mis en œuvre par le gouvernement. C'est bien la part spirituelle du pouvoir qui consacre la grande cause publique au service de laquelle le monarque est astreint. C'est cette part spirituelle qui lui confère toute l'autorité qu'il partage avec les juges pour en multiplier les effets. C'est ce pouvoir spirituel, enfin, qui légitime pleinement le pouvoir temporel que notre monarque républicain exerce absolument au nom du peuple et dont il divise par deux l'absolutisme en séparant l'exécutif qui agit et produit les effets attendus du législatif qui régit et débat pour en contrôler l'adéquation à la cause défendue. Cette relation de cause à effet qui est consubstantielle de la raison et donne tout son sens à l'action politique, semble être seule susceptible, au bout du compte, d'empêcher toute dérive totalitaire de la puissance publique.
Si nous avons détourné au profit de la politique le sens ecclésiastique de la notion de pouvoir spirituel, c'est en effet pour éviter cette dérive de la politeia, la démocratie politique, dont Aristote dénonçait le risque. En commençant par la démagogie qui s'appuie plus sur l'affect que sur la raison, cette dérive mène inévitablement à une conduite déraisonnable des affaires publiques, incitant le pouvoir à procéder par autoritarisme, premier pas ordinaire de la mise en place d'un régime totalitaire. Tout repose ici sur cette autorité, qui se répartit ainsi hiérarchiquement, par délégation du peuple, à tous les échelons de l'appareil d'État, afin d'assurer la totalité de ses pouvoirs, celui de l'esprit qui est éternel et dont procède la raison, comme celui du corps qui est temporel. C'est bien ainsi un pouvoir spirituel que l'on doit placer à la tête de cette hiérarchie, au sommet de laquelle s'imposent deux autorités toutes spirituelles, celle du chef de l'État, premier magistrat, garant de la souveraineté populaire, dans une relation raisonnée de cause à effet impliquant sa responsabilité pleine et entière, et celle des juges, garant du droit et de l'esprit de la loi, qui reste subordonnée à la précédente. Merci pour votre attention. Souhaitant que cette question du pouvoir et de l'autorité qui ne peut lui manquer puisse éclairer les errements de nos démocraties occidentales qui sont à la peine dans notre monde global de puissances impériales en recomposition rapide sous nos yeux quelque peu éberlués. Si Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, les peuples, dont Dieu ne se rit jamais, doivent pouvoir chérir une grande cause publique d'intérêt général sans risquer d'avoir à en déplorer des effets nuisibles qui seraient le fruit d'une puissance publique devenant aveugle parce que l'esprit viendrait à lui manquer. Cette grande cause doit être servie par l'autorité d'un État fort de la raison clairvoyante de l'esprit et de l'empire incontesté du droit. Et merci d'avance, bien sûr, pour tous vos commentaires éclairés que ces quelques mots exprimant des concepts politiques aussi vieux que l'humanité pourraient susciter. Leur lente maturation plurimillénaire justifie pleinement que l'on s'efforce d'en améliorer encore la clarté, afin de penser avec intelligence cette belle idée de démocratie à l'oreille d'un troisième millénaire qui s'annonce géopolitiquement encore bien obscur.